Les médecins comme René Friedman avaient autour d'eux des équipes de sciences humaines et sociales quand ils développaient ces nouvelles techniques, puisqu'ils savaient l'impact que ça aurait sur notre perception de la société et de la filiation. Et Geneviève de Lézy-Perceval, elle faisait partie des pionnières dans ce domaine. Je lui donne avec plaisir la parole. Ça sera l'éclairage du psychanalyste. Merci beaucoup et merci, cher ami, de m'inviter. Merci d'être là tous. Je vais un peu parler de moi, non pas pour mon ego, mais pour vous expliquer au fond pourquoi une psychanalyste dans ce débat. Je suis en effet psychanalyste, comme c'est indiqué sur le programme, mais j'ai une spécialité particulière, étant tombé, si j'ose dire, dans le chaudron bouillonnant des réflexions sur la bioéthique il y a donc 40 ans, avec René Friedman notamment. Donc je suis une psychanalyste de terrain, c'est-à-dire que de manière très concrète, j'accompagne des couples, des femmes seules, des couples surtout. Vous m'entendez là Parlez plus fort. Les psychanalystes, ils écoutent beaucoup, ils parlent peu, c'est pour ça, elle n'a pas l'habitude. Bon, alors je vais parler plus fort. Donc je vous disais que j'accompagne des couples depuis une quarantaine d'années. Et c'est extrêmement, d'abord c'est extrêmement gratifiant, et surtout pour une fois, l'âge sert à quelque chose, parce que je n'entendais pas la même chose il y a 40 ans que maintenant. Donc je me vois un peu comme une anthropologue d'une tribu, qui est la tribu des infertiles, avec les patients, les médecins, les spécialistes, et moi-même, puisque comme citoyenne, je fais partie de cette tribu. Alors, je vais passer pas mal de choses que M. Leonetti et Friedman ont dit, notamment sur cette période tout de même très intéressante entre 1974, création du premier SECOS, et 1994, donc toutes ces années où il n'y avait pas de loi, et où finalement on se débrouillait pas mal avec la déontologie médicale, qui était en l'occurrence celle des SECOS, qui en tant que déontologie de l'époque, je dois dire, a tout de même bien marché. SECOS, c'est Centre d'études et conservation du sperme pour les nouveaux venus. Oui, merci. Donc, toute cette période a été scandée, je ne sais pas si tu es d'accord, René, par un extraordinaire congrès qui s'appelle Génétique, Procréation et Droit, qui a eu lieu en 1984, introduit par François Mitterrand et présidé par Robert Badinter, qui était garde des Sceaux à l'époque. Mes outils sont ceux de la psychanalyse, de l'anthropologie, mais j'ai aussi fréquenté de nombreux juristes, notamment ma voisine et amie Valérie Depatte. Mais en plus, à l'époque, j'avais eu la chance de rencontrer le doyen Carbonnier. Il habitait en face de chez moi, donc j'ai osé lui demander un rendez-vous. Il habitait rue de Vaugirard. Et j'ai lu ce livre qui m'a beaucoup éclairé, qui s'appelle Flexible droit, dans lequel il a nommé quelque chose qui peut sembler évident, mais personne ne se trouvait de nom pour le sperme donné par un donneur dans le cadre d'un don anonyme. On disait le donneur de sperme, c'est pas très joli. Et lui a trouvé ce terme que j'ai repris en lui en rendant la paternité, si j'ose dire, à l'époque, qui était le donneur de sperme donne son hérédité. Ce qui est extrêmement intéressant, et même, y compris pour les patients, parce qu'au lieu de voir quelqu'un qui lui a donné son sperme, il voit cette personne qui véhicule elle-même l'hérédité qui lui vient de ses ancêtres. Donc, Carbonnier a fait de la psychanalyse avant l'heure, et ça ne m'étonne pas. Alors, je voudrais dire, en introduction, je ne vais pas parler de la loi dont tout le monde va parler, je voudrais donner mon sentiment sur les vicissitudes de cette loi, qui a été très critiquée, comme vous savez peut-être, quelquefois à juste titre, quelquefois à tort, mais enfin qui est tout de même une usine à gaz, non sans bombe à retardement, et là je pense au secret de famille engendré par l'anonymat des donneurs. Je ne veux pas dire qu'il faut juste lever l'anonymat des donneurs, mais je dis que pour l'instant, on a tout de même une génération entière de jeunes gens nés conçus par don de sperme anonyme, dont deux sont ici, qui ont subi, je pense, une injustice par rapport aux autres membres de notre société. Il me semble que c'est cette loi qui est un peu obsessionnelle, ça c'est la psychanalyse qui parle, un peu rigide, un peu pleine de contradictions, comme l'a dit René Friedman,
dit plus sur nous-mêmes, société, que sur le sujet lui-même. Parce que finalement, le sujet lui-même, la PMA, certes, c'est pas simple, mais je remarque en écoutant les nombres de patients qui se débrouillent finalement très bien avec ces contradictions. Ce sont des gens qui ont évidemment réfléchi parce qu'ils sont dans une situation difficile d'infertilité, surtout ceux qui doivent faire appel à un donneur de gamètes ou d'embryons. Et comme le dit d'ailleurs, selon l'expression d'une anthropologue américaine, ce sont des métaphysiciens empiriques. Ils se débrouillent très bien et quelquefois, paradoxalement, leur plus gros problème, c'est la loi. C'est pas la médecine, c'est la loi. Par exemple, je pense à tous ceux qui voudraient avoir bénéficié d'un don d'ovocytes, non pas dans les 5 minutes, comme le disait René Friedman, mais dans un délai raisonnable. S'ils le font en France, il faut attendre 3 ans. Je pense à ceux qui voudraient recourir au système de l'open donor, comme en Grande-Bretagne, où le donneur accepte à la majorité de l'enfant conçu grâce à lui, qui puisse connaître son identité. Et je parle de ceux, je pense que c'est un sujet brûlant bien sûr, de ceux qui veulent faire une gestation pour autrui dans les pays où ça fonctionne bien, je pense notamment au Canada, à la Grande-Bretagne, et qui ne peuvent pas, enfin qui le peuvent, mais qui ont des difficultés au retour. Donc finalement, les patients, on écoute leur souffrance et on écoute le gymkhana qu'ils sont obligés de faire pour presque ruser avec la loi, mais ruser dans le bon sens du terme. Je pense aussi à tous ceux qui voudraient avoir un double don de gamètes, qui sont infertiles tous les deux, qui n'ont pas tellement envie d'accueillir un embryon qui est l'embryon d'une femme, d'un couple infertile qui ne sont pas très jeunes et qui voudraient avoir un embryon presque tout neuf, excusez la naïveté de l'expression, et qui n'ont pas le droit puisque le double don est interdit par la loi française alors que le don et de spermatozoïdes et d'ovocytes est autorisé. Donc c'est vraiment un problème. Je suis obligé quelquefois de répondre à des questions de patients qui débordent le cadre de la psychanalyse, parce que les patients voient très bien que derrière la loi, il y a le législateur, et il y a les spécialistes de l'éthique qui sont eux-mêmes engagés dans le débat avec leur religion, avec leur idéologie. Quelquefois, je me souviens à l'époque, j'avais un peu plus de temps que maintenant, et j'assistais en tant qu'auditeur libre dans les tribunes de l'Assemblée au débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et il me rappelle une toute petite anecdote qui peut vous intéresser, bien qu'elle paraisse un peu... Enfin non, je crois qu'elle est intéressante. Au moment de la discussion sur le double don de gamètes, précisément, qui a été finalement refusé par la loi de 1994, il y avait un député généticien tout à fait remarquable qui a été un avocat extraordinaire de l'accueil d'embryons. Et dans la manière dont il en parlait, c'était... Voilà, nous avons une sorte de DAS avec 200 000 embryons qui nous attendent. Vous croyez tout de même pas qu'on va créer des embryons de manière égoïste pour des gens qui ne veulent pas accueillir un embryon? Alors, il le disait évidemment de manière beaucoup plus subtile que ce que je dis, mais ça montrait que ce généticien en question, d'ailleurs je pourrais le nommer, enfin peu importe. Il s'est exprimé ici à la première réunion. Ah bon, d'accord. Il a une religion, qui est la religion catholique, et il a le droit. Mais là, il s'exprimait de manière à la fois parlementaire, généticien et catholique. Il me semble au fond que si on voulait simplifier le but de cette loi, qui est donc remise sur le métier depuis maintenant longtemps, c'est de dire, dans ces situations nouvelles de la PMA, qui est le père et qui est la mère. Et je crois que je vais être très bref, puisque M. Leonetti en a parlé. Il y a tout de même une autre question, en dehors de qui est le père, qui est la mère, sur laquelle je ne reviens pas, c'est le rôle de la congélation. Autrement dit, le rôle du temps. René Friedman a parlé du rôle de la vitrification dans la conservation des ovocytes, mais moi je pense à un autre rôle du temps, c'est ces enfants assez nombreux finalement, qui sont nés après avoir passé quelque temps dans les congélateurs d'un hôpital. Alors, vous me direz, ça n'a aucune importance, puisque ça n'a pas d'importance sur leur santé. Il n'empêche que sur leur fantasme, ça a de l'importance. D'ailleurs, nos collègues suisses ont écrit un remarquable livre sur le dégel du devenir, sur ce sujet. Et quand j'étais en Australie, envoyé par
Monsieur Jean Bernard, j'avais eu la chance de passer 3 jours dans la famille de Frosty. Frosty qui était le nom qu'on donnait à John, qui est le premier enfant qui est né après avoir passé quelque temps à l'état d'embryon congelé. Ses parents en avaient absolument assez qu'on l'appelle Frosty, et ils m'avaient dit l'année prochaine on change d'école pour qu'on l'appelle plus Frosty. Mais ça montre à quel point tout le monde fantasme sur ce qu'on a à fantasmer, et la congélation, je crois, n'est pas du tout neutre, et on a tendance à la sous-estimer un peu. Alors, si j'ai encore quelques minutes, j'aurais voulu... Quelques petites minutes. Alors, donc, alors je vais réinsister sur quelque chose qui peut vous sembler anecdotique, qui moi ne l'est pas, c'est que cette loi bioéthique en dit beaucoup sur nos sociétés, en dit beaucoup sur le fait que nous, sociétés, avons une vision de la famille qui n'est pas celle que nous avions il y a 20 ans, et en particulier depuis le mariage pour tous. Donc nous avons, je crois, une des questions de la révision de la loi, c'est de nous interroger sur nous-mêmes spécialistes. Alors, dans la discussion, je vois que ça va être un sujet... J'aurais bien aimé parler de la gestation pour autrui, dont je ne vais pas en parler tout de suite, ce serait trop long, mais qui, pour moi, je vais au moins dire ça, est une figure de l'assistance médicale à la procréation avec don. Et encore une fois, je me réfère à un nombre de patients que j'ai entendus sur ce sujet et qui disent de manière très naïve, alors ils ne le diraient pas ici, ils disent de manière très naïve, mais au fond, la gestation pour autrui, quand ce sont les gamètes des parents d'intention, c'est tout de même beaucoup moins compliqué que les procréations avec don d'ovocytes ou avec don de sperme. Donc pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat, merci. Alors, je n'ai pas des idées aussi simples que ça, mais je pense qu'il faut entendre ce que disent les patients. Et j'ai reçu... Alors, je termine sur ce seul point qui est mon âge. J'ai la chance d'avoir suivi 3 générations d'enfants nés grâce à un don, y compris par leurs parents, quand j'étais consultant des sécos dans les années 75. Mais là, j'ai reçu un faire-part de naissance d'une jeune fille qui vient d'avoir un bébé alors qu'elle-même a été conçue par don. Et j'ai reçu aussi un faire-part d'une grand-mère qui me dit qu'elle va avoir un petit enfant alors qu'elle-même a eu un enfant par don. Donc je crois qu'il faut... C'est l'intérêt de ces débats, c'est de nous entendre tous et pas simplement les spécialistes. Merci.